Le score. Le score. Je devais cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, des invités de qualité, une bande originale fantasmée et aujourd'hui ce mot qui fait des points au Scrabble et des boules dans le ventre. L'anxiété, angoisse du quotidien, déraisonnable ou non, sachant qu'à cause de ce bon vieux Jeannot de la F, tout le monde a retenu que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Comment navigue-t-on dans la vie quand on ne fait pas tellement partie de la team bully ? L'angoisse n'étant pas considérée comme une force de type Spider-Sense, mais un trouble. Eh bien tout simplement en la mettant en scène, l'anxiété dessinée, animée, racontée avec brio, humour et sensibilité. La série s'appelle Flipper, la saison 2 est dispo sur MyCanal et il y a un épisode par semaine sur les chaînes de Studio Bagel. Une série de Motti et Théo Grosjean, d'après la déjà géniale BD de ce dernier, L'homme le plus flippé du monde, paru chez Delcourt, et une série produite et incarnée par la voix de celui que je m'engage à ne pas mettre au défi de manger quoi que ce soit qui pique, et je promets aussi solennellement de ne commenter aucun échange de regards sur une musique rythmée. Bonjour Théo Grosjean, bonjour Kian Kojandi. Bonjour. Mais merci de passer par ce studio. Mais c'est trop gentil, Mais merci. non, Merci à vous pour l'invitation. C'est trop gentil. Merci de parler de notre travail comme ça, c'est trop cool. Et vu le sujet du jour, la première question sera tout simplement, jusqu'ici tout va bien ? C'est une vraie question, j'attends vraiment une... voilà. Jusqu'à nouvel ordre. Ouais, jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Moi aussi, j'ai une limite assez... On va rester sur cette base. On va évidemment parler de flipper, mais avant ça, il y a une question rituelle dans cette émission. Quel est votre rapport à la musique dans la vie de tous les jours, en dehors de ta pratique, Kian ? Ouais. Théo, je t'en prie, je te laisse répondre. Merci. Moi, elle a une place assez importante parce que en fait, il y a deux phases dans mon travail de dessin parce que je fais de la bande dessinée principalement. Et la première phase, c'est le scénario et le storyboard, donc c'est-à-dire des petits dessins assez rapides de bonhomme patate pour qu'on puisse avoir très vite une sensation de bande dessinée. Et pendant cette phase-là, je peux pas écouter de musique parce que je suis trop concentré sur l'écriture et que ça me perturbe et que souvent, si j'écris quelque chose avec une musique épique, je vais avoir l'impression que c'est beaucoup mieux que ce que ça n'est. Et donc j'évite d'écouter de la musique pour avoir un bon jugement. Mais après, dans la phase d'ancrage, donc au stylo où je dessine vraiment, enfin je fais que entre guillemets que ancrer mon dessin. C'est un moment beaucoup plus méditatif où là j'écoute beaucoup de musique. Donc voilà, à ce moment, en fait, ça prend quand même beaucoup de place dans ma vie du coup. Il y a une grosse partie de la journée durant laquelle j'écoute de la musique. Et toi, Kian ? Je parlais de ta pratique parce que tu es musicien aussi. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie en tout cas en tant que spectateur de musique, en tant qu'auditeur de musique. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la phase où c'était ma raison d'être complètement la musique, d'écouter de la musique, écouter des groupes comme Muse, écouter Radiohead. À mon adolescence, c'était vraiment fou quoi. Écouter du rap aussi. J'écoutais énormément de choses, de la musique classique, donc ça a été vraiment cette phase incroyable. Et c'est vrai que là, depuis, j'oublie des fois que la musique existe et je me dis, mais c'est bien en fait d'écouter de la musique. Tu vois, je me dis, putain, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de la musique. Ma playlist, elle date de 2023 là. C'est quoi ça ? Il faut que je cherche des nouvelles choses. J'ai pas le même rapport. Je suis pas aussi excité de découvrir une nouvelle chanson, mais il y a un truc un peu nouveau. Et récemment, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis super longtemps. J'ai écouté par exemple l'album de Thomas Bangalter, qu'il a écrit là. C'est une sorte avec un orchestre symphonique, une sorte d'opéra, une sorte. Alors j'ai pas envie de dire opéra parce que c'est peut-être pas ce qu'il a écrit, mais c'est une sorte de musique classique et c'était magnifique. Et je m'étais posé, je me suis dit allez, c'est quoi, je me prends vraiment 55 minutes et j'écoute tout. Et c'est assez rare. Donc je commence à me pantoufler en fait dans la musique. J'ai changé mon rap. Avant, c'était genre, il faut que j'écoute. J'aime bien la phrase de Chris Rock, un humoriste américain, qui dit Music is the soundtrack of my life. Je trouvais ça me représentait beaucoup. Et puis après, j'ai le rapport avec la musique, avec la création, où je dois trouver des musiques pour les mettre dans les œuvres que j'écris. Et là, c'est carrément une recherche. Et là, c'est encore une autre phase, un autre rapport que j'ai avec la musique. Le score sur Radio Nova. Dites-moi, qu'est-ce qui est si drôle finalement avec l'anxiété ? Non, je déconne, je plagie, la réponse est dans l'épisode 8 de cette saison 2. Théo, cet homme le plus flippé du monde, est d'abord né en strip sur Instagram en 2018, c'est ça, fin 2018 c'est ça, me semble-t-il. Comment t'es venue l'idée de raconter ce garçon imparfait, comme nous tous, mais sur un réseau qui est normalement fait pour se la tartiner? Ah oui, c'était sûrement plutôt le cas à l'époque. Je pense que ça a beaucoup évolué entre temps, mais en fait c'était assez spontané. C'était un genre de journal de bord, quoi, où
j'étais dans un moment de ma vie où j'étais extrêmement stressé. Et donc, je n'avais que ça en tête et je savais pas trop. Enfin, je voyais pas trop d'autres sujets dont je pouvais parler. Et en fait, je l'ai fait assez naturellement. En fait, je me ressentais, enfin, à ce moment-là, comme la personne la plus stressée du monde. Je me disais, mais c'est pas possible, tout me stresse tout le temps, c'est trop bizarre, quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Et je m'étais dit, je vais voir. En plus, c'était le moment, en fait, où il y avait un peu un creux dans la bande dessinée parce que il y avait eu les blogs BD à l'époque qui avaient un peu explosé sur Internet. Ensuite, ça, c'est mort, quoi. Et puis, un peu plus tard, en fait, il y avait pas de nouveau de la bande dessinée sur Internet. Et d'un coup, il y a eu le carrousel sur Instagram, donc qui permettait de poster plusieurs images. Et moi, évidemment, comme je pense tout en BD, je me suis direct dit, ah ouais, c'est trop bien, ça peut faire des BD et tout. Donc j'ai un peu été, j'ai eu la chance d'être un peu parmi les premiers à utiliser ce carrousel. Et donc j'étais assez vite dans le truc d'Instagram BD, ce qui est un truc qui maintenant se fait beaucoup plus, ce qui est cool, quoi. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir ce format-là qui était un peu proche d'un journal. En fait, souvent dans la journée, quand il m'arrivait un truc, le soir, je faisais la BD direct, comme si, vraiment, comme si j'étais cher journal. Aujourd'hui, il m'est arrivé cela. Très bien. Et c'est comme ça que c'est apparu. Et Kian, toi, c'est à ce moment-là que tu l'as découvert ? Et j'imagine que ça a dû faire écho à un endroit, peut-être ? Alors, mais pas du tout. Ok. Mais je vais très bien. Oui, non, non, c'était... j'ai découvert ça 1 an après. Et après, c'est pendant le Covid. Oui. C'est ça, hein ? Oui. Je t'ai envoyé un message, j'ai fait, c'est vachement bien, faut en faire un dessin animé. Et il m'a dit, cool, tu sais qui sait faire ça ? Je fais, non, mais on peut apprendre. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais apprenons. Et du coup, on s'est un peu lancé là-dedans et on a appelé Nicolas Schmerquin, qui est le coproducteur. Ouais. Et qui a, avec son équipe qui est superbe, d'Autour de minuit, on a construit autour de ça, on a appelé Moti, et on a créé une équipe et on s'est beaucoup amusé à créer ce dessin animé. Parce qu'on est d'accord, il y a de vrais ponts entre le Théo de la bande dessinée et Jeux dans Bref. Et si oui, est-ce qu'il y a une amicale des gens qui sont pollués par des pensées parasites ? Ah mais Théo... Il y a des ponts, je trouve, vraiment. Théo, il y a même 12 ans, il a fait une parodie de Bref que j'avais vue à l'époque. Exactement, donc c'est oui, tu te rappelles de ça ? Ouais, bien sûr. Ouais. On avait envoyé avec du coup mon coréal Moti avec qui on avait fait cette vidéo. On l'avait envoyé à Kian, on lui a montré il y a pas très longtemps et Kian l'avait repartagé, je crois. C'est ça, exactement. On était vraiment heureux, mais à un niveau extrême. À l'époque. Et c'est trop bien, quoi. Non, on a une filiation directe parce que c'est surtout sur la recherche de la vérité, d'exprimer la vérité, quoi. C'est surtout de se dire la vérité avec son intimité, c'est quelque chose qui nous touche énormément, qui nous semble important. Il y a comme une urgence à le faire. Je sais pas, Théo, si tu vois, il y a une sorte de, il faut. Et tout à l'heure, j'ai dit non, mais je vais très bien. En fait, je suis pas sûr que d'avoir des angoisses, c'est aller très mal, mais en tout cas. Non. Apprendre à en parler, c'est peut-être le premier pas. Les formaliser. Ou les formaliser, c'est le premier pas pour vivre avec et donc aller mieux. Le score sur Radio Nova. Nova. On parle donc de la saison 2 de Flipper, dispo sur MyCanal, une série de Moti et Théo Grosjean, produite et doublée par Kian Kojandi, avec également les voix de Cyprien Yoff, Garance Marillier, Morgane Cadignan, Brigitte Lecordier. Un mot de ce casting quand même. Comment on rassemble ce genre de force ? Kian, déjà, on va dire. Avec le téléphone. Avec beaucoup de coups de téléphone, mais surtout, il y avait une envie, le projet était là. Et, il y avait un enthousiasme autour du projet. C'est surtout le projet qui fait l'écriture. J'espère que c'est ça. C'est l'écriture qui convainc généralement les gens de venir. C'est pas forcément que l'opportunité, parce que on peut demander même à Brigitte, Brigitte Lecordier, elle a une carrière vraiment qu'on ne cite plus et qu'elle vient parce qu'elle aime ça, elle est passionnée par son métier et en plus elle a plein de choses à nous apprendre, donc on est trop contents. Ouais, carrément. Ouais, c'est sûr. Et en plus, c'est vrai que chaque personne qui a bossé la voix, c'est vraiment... En fait, comme c'est ce qu'on appelle en animation de la créa de voix, c'est-à-dire que il crée, en fait, par rapport à, par exemple, une série qui est redoublée, où ils sont censés coller à la voix de l'acteur ou de l'actrice qui a ou de la personne, de l'animé, etc. Là, il y a vraiment une création où on part de la voix des acteurs et actrices pour en fait animer dessus et créer tout ce qu'il y a autour, en fait, et structurer autour de l'acting. Ouais. Donc c'est vraiment une étape très importante en animation.
Et c'est ça qui est génial, c'est que sur Flipper, tout le monde était hyper, le prenait vraiment comme un truc. En tout cas, j'avais l'impression que tout le monde était très investi et tout, donc c'était super émouvant à enregistrer, quoi. Théo, Kian, il faut que je vous parle d'un truc. Ok. Bon alors, si je dis ça à la radio, ça s'appelle le cours normal des choses et d'une interview. Dans Flipper, la phrase a d'autres conséquences. Et en fait, Théo, on peut se rejoindre dans la cuisine, s'il te plaît? Faut que je te parle d'un truc. J'arrive. Faut que je te parle d'un truc? Ça sent pas bon, ça. Réfléchis, il y a forcément un moment où t'as dû le contrarier involontairement. Non mais j'ai lu que les climatiseurs sont une cause directe du réchauffement climatique. Plus il fait chaud, et plus les gens en utilisent. Et plus les gens en utilisent, et plus il fait chaud. C'est un cercle vicieux, faut arrêter d'en acheter. Il sait que j'ai un climatiseur. Il m'accuse volontairement d'être l'unique responsable du réchauffement climatique. Je le déteste, et je vais bien lui dire à ma prochaine soirée. Oh, j'espère qu'il a pas vraiment de climatiseur. J'en ai pas vu depuis tout à l'heure. Mais il l'a peut-être caché pour que je me rappelle pas et me tomber dessus par surprise. Est-ce que vous avez parfois l'impression de vivre dans une boucle dystopique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Une espèce d'univers parallèle, un peu angoissant et un peu un jour sans fin. C'est la réalité c'est la force de on va dire le champ de distorsion de réalité de l'angoisse qui donne Absolument. du crédit à ses pensées, alors que je veux parler pour moi parce que c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, mais c'est vrai qu'elle a souvent tort de me faire vivre ses émotions. Ouais, carrément. Ouais, c'est un sentiment que moi je partage complètement. Après, c'est pour ça que j'essaye, en tout cas dans ma vie et dans mon travail, moi j'essaye vachement de casser mon quotidien, même si c'est pas forcément facile dans tous les cas de figure, mais dans mon cas c'est possible parce que voilà, dans la création c'est plus facile et ça aide un petit peu à casser ce rythme, cette sensation. Ouais. Mais ouais, clairement l'anxiété, déjà c'est un rendez-vous quotidien quand on en a, donc forcément il y a cette impression de boucle qui se crée, quoi. Ouais. L'autobiographie, même fictionnée, que ce soit en BD ou en série, si je vous demande les do's et don'ts, en tout cas quelles précautions de protection est-ce qu'on prend, si toutefois on en prend? De parler de ça? De parler de soi, en fait, ce qui vous arrive à tous les deux. Ah oui, l'autofiction un peu. Oui, bien sûr. Moi, j'aime toujours un peu changer les contextes, changer les personnages, modifier les alchimies entre les personnages et tout, parce que j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un, j'ai plus envie d'avancer dans une problématique, je pense. Théo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. C'est vrai que moi, je fais les choses sans trop. Après, je pense qu'il y a plein de trucs dont on parle pas parce qu'on se dit, je sais pas. Enfin, on a forcément des limites mentales qu'on se met, mais même inconsciemment, donc c'est difficile à déterminer. Mais moi aussi, j'essaye un petit peu de voir tout. Enfin, même si je me base sur la réalité, évidemment, j'essaie de tout remettre comme si c'était de la fiction avec des petits personnages, etc. Pour moi-même prendre du recul et que ça soit plus. Aussi, je pense que c'est plus agréable pour le spectateur à regarder. Mais alors, puisqu'on parle de ce qui est très agréable, moi, ce que je trouve vraiment super dans la série et rassurant, parce que ça aide à s'identifier, c'est que la série, comme la BD, propose des situations, des émotions, mais c'est pas du tout un manuel de survie de regarder ce qu'il faut faire en fait quand on va pas bien. C'était une volonté aussi. Que ce soit pas un manuel de soluce. Il n'y a pas vraiment de solution. Les solutions, c'est de devenir un peu moralisateur, avoir la vérité. Et en fait, il n'y a pas de vérité. Il y a juste un chemin et chacun son chemin. Surtout, c'est toujours un peu compliqué de parler des angoisses parce que chacun a un degré différent d'angoisse. Chacun a une peur différente d'aborder les choses dans la vie. Donc, c'est juste le point de vue de Théo et Moti. C'est ça. Et si les gens se reconnaissent dedans, tant mieux. Si ça peut leur faire du bien, tant mieux. Mais l'objectif, c'est pas le concernant, quoi. Je pense, c'est pas du développement personnel. Quoi. Non, c'est même plutôt. Enfin, c'est presque l'inverse dans le sens où c'est un petit peu. Il y a souvent des épisodes où il n'y a pas de solution. Et d'ailleurs, je me dis, il y a un truc, une vraie question que je me pose souvent en écrivant, c'est que il y a des trucs très précis où je me dis, ça, c'est un truc. Je me dis. Moi, par exemple, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise un truc et ça me tourne dans la tête après pendant longtemps. Que quelqu'un me développe un nouveau concept angoissant et que et du coup souvent je me disais mais ça se trouve je vais juste rendre les gens encore plus stressés en leur mettant en tête de nouveaux trucs, mais en fait au final c'est pas le cas, enfin je pense pas que ce soit le cas, je sais pas. En tout cas il y a une belle morale dans cette histoire, c'est que en parlant de ce qu'il ressentait, en parlant de ses schémas de pensée, sa manière, son fonction de voir la vie, il a transformé sa vie. C'est ça qui est intéressant de se dire. Alors, il y a peut-être un biais du survivant de dire ça a posteriori. C'est toujours un peu de dire, vous avez vu,
c'est un exemple. Non, c'est pas un exemple. Ouais. Mais en tout cas, Théo, dans sa vie, le fait qu'il l'exprime dans son art, la BD, là, en fait, l'expression de son tréfonds, Ouais. l'a fait voyager, l'a fait rencontrer des gens, l'a fait avancer. Et je trouve qu'il a réussi à trouver ça, à transformer ça en force. Et je suis content de ce qui lui arrive aujourd'hui, parce qu'il a plein d'opportunités, même dans son art et tout. Donc je suis très content pour lui. C'est quelque chose qui est inspirant pour moi. Ouais. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Et je me demandais, anticiper, même le pire, comme ça arrive dans la série animée, c'est aussi faire preuve d'une imagination extrêmement fertile. Et ça, en revanche, c'est un super pouvoir dans la vie, quand on a choisi de raconter des histoires. Oui, c'est vrai. Je vais pas dire que j'ai un super pouvoir extrêmement fertile. C'est moi qui l'ai dit. Mais ok. Mais oui, non, c'est sûr. Après, en fait, moi, j'ai l'impression que je fais ça depuis tout petit déjà. Quand j'étais petit, je m'imaginais toujours. Enfin, c'est un truc, je pense, plein d'enfants font. Hein, mais je m'imaginais toujours dans des situations où j'étais. J'imaginais beaucoup ma vie comme une fiction en fait, où je me disais personne fait ça, Théo. Et toi? Non, ouais, chelou. Voilà, donc je pense que ça permet de. Enfin, moi, c'est finalement, je reste un peu dans cette continuité et je pense que c'est une bonne façon effectivement de juste prendre du recul sur plein de trucs et se sentir à l'aise, quoi. J'ai appris, j'ai lu quelque part. Mais alors, apparemment, mes sources sont nulles. C'est quelque part. Voilà, il n'y a pas de source. Et j'ai trouvé le point de vue intéressant. Et je vous le partage. C'est le suivant. C'est en tant qu'auteur, généralement, on anticipe beaucoup. Ouais. On anticipe les réactions aussi des gens dans la vie. Et c'est parce qu'on les observe beaucoup. Et en fait, par exemple, je peux très bien observer vos attitudes depuis tout à l'heure et dire vous avez vu, vous faites ça, vous faites ça. C'est un peu vous avez remarqué quand on est humoriste de dire vous avez vu, on fait souvent ça et tout. J'ai lu quelque part qui disait que c'était des enfants qui ont eu besoin d'anticiper un mouvement irrégulier chez leur entourage, donc généralement les parents, et de dire ils n'arrivaient pas à voir à quelle sauce ils allaient être un peu mangés à ce moment-là, dans le sens où est-ce que ça va être de la joie ou est-ce que quand ils vont revenir de la cuisine ça va être de la colère, parce que c'était cyclique. Du coup, ils devaient adapter leur comportement par rapport à tout de suite les micro-signes qui apparaissaient. Donc il y a une sorte de survigilance à l'autre, et cette survigilance peut, en tout cas, je l'ai souvent vu se transformer chez les artistes dans quelque chose de créatif, en disant de prendre un truc de la vie et de le mettre, et de se voir justement ensuite en autofiction derrière. Il y a un truc un peu genre, pour survivre, j'ai dû m'adapter très vite, être vif, sur-observer les gens dans mon entourage pour survivre. Et du coup, j'en ai fait un... Le Spider-Sense, non ? Le fameux Spider-Sense. Et ce truc-là devient, donc pour une mauvaise raison, devient pour une bonne raison un artiste. Vous avez tous les deux aussi, c'est un autre point commun, cette capacité à ce que j'appelle s'extraire de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? De vous regarder de l'extérieur, façon sorcier suprême. Après, j'ai arrêté avec les rêves Marvel. C'est rigolo, c'est un truc qui vient de l'enfance aussi. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un côté... Ouais, c'est ça, c'est l'enfance. Hein. C'est ça le côté... Ouais, je pense que c'est une façon aussi de se protéger un peu de... C'est vrai, t'as raison. De plein de choses, je pense, de prendre... Mais ouais, carrément. Moi, j'avais l'impression, en tout cas, quand j'étais petit, enfin, je l'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, que j'étais une espèce de comment dire, de caméléon un peu invisible, quoi, où je m'adaptais un petit peu à tout, et j'essayais de disparaître et de juste m'adapter à toutes les situations. Enfin, j'ai un peu cette sensation avec du recul, et je l'ai de moins en moins, parce que je pense que j'ai l'impression que j'ai un peu plus pris confiance en moi, entre guillemets, mais jusqu'à assez tard, ça m'a fait. Enfin, je sais pas si ouais, carrément. Ouais, carrément. De toute façon, je vois la vie toujours d'une manière fictive, quoi. C'est bizarre, mais il y a que à partir de 35 ans que j'ai commencé à comprendre les notions d'instant présent, des avant-hier, trucs de donc. avant-hier. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais la notion d'instant présent, la notion de vivre les moments pleinement, profiter et tout. C'est vrai qu'en plus, moi je bois pas d'alcool, donc je sais que l'alcool aide un peu, il paraît, à se plonger, à laisser un peu les barrières et tout. Je sais pas. Jusqu'à un certain point. Après, elle détruit tout. Tout à fait, voilà. Sur son passage. Non, mais il y avait ce côté un peu, fallait que je fasse l'effort de faire un peu de méditation et de vivre un peu, de me plonger dans l'instant. C'est quelque chose que j'ai jamais connu jusqu'à mes 35 ans. Donc il y avait toujours ce côté un peu du recul en permanence, du recul. Je est un autre, voilà, pour citer Rimbaud.
Voilà. Et jeu est en même temps toi, c'est ça qui est rigolo. Ouais, tu dis c'est jeu ça. est un autre et jeu c'est ça. aussi le nom qui est donné à ton personnage. Ouais, Donc bref. C'est vrai. Voilà. Ce qui est très étonnant, c'est que le personnage, celui de Flippé, est flippé, mais se confronte quand même régulièrement à des situations que moi je trouve extrêmement anxiogènes, qui vont du covoiturage au couple. Ah ouais. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de beaucoup plus dangereux. C'est quand même des situations qu'on va globalement être un peu obligé d'expérimenter, à moins de enfin voilà, à moins de vraiment se limiter. Mais oui, après, je pense que c'est pas forcément antinomique dans le sens où on peut avoir une pulsion de vie et avoir envie de faire plein de trucs et en même temps être terrifié par plein de choses, d'avoir ce paradoxe. Mais tu es paradoxal d'ailleurs à ce niveau-là, parce que quand on s'est rencontrés, t'es déjà genre ça va, t'es pas trop flippé de faire ce dessin animé et tout, et ils ont un courage énorme parce qu'on peut se dire waouh, faire un dessin animé, c'est un travail extrême, c'est titanesque, c'est un travail de tous les instants pendant 6 mois non-stop. C'est vraiment même 8 mois à fond quoi. Ouais, le dessin animé c'est très très intense. Et non, au contraire, c'était vraiment le paradoxe vivant. Bah, j'étais bien stressé. Mais oui, tu l'as transformé en fuel et en énergie plus que tu vois, tu t'es pas enfermé chez toi en disant j'y arriverai jamais quoi. Tu l'as fait. Tu l'as très bien fait. Bah, je pense aussi que c'était quand on s'est appelé et qu'on en a parlé, je pense que t'as aussi cette espèce d'énergie un peu naturelle qui fait que, en tout cas, quand on se parlait, j'ai l'impression que c'était très simple, quoi. Je me disais, ouais, non, on va le faire, on va trouver un truc et tout. Au début, j'y croyais pas trop, puis je me disais, il se rend pas compte et tout, des budgets, des trucs et tout. Et en fait, au fur et à mesure, je sentais que, en fait, il faisait les trucs de manière très spontanée, et du coup, d'une façon, en fait, c'est souvent comme ça. En fait, il y a beaucoup de trucs où on se dit, mais c'est un autre monde, il faut avoir une formation, un truc et tout. Enfin, et en fait, ce que je pense que c'est ta qualité aussi, Can, dans ton travail et tout, c'est que t'es hyper spontané, et du coup, c'est. Essaye. En tout cas, on a essayé. C'était vraiment, c'est parti de. On essaye. Vas-y, on demande. On va aller voir des gens, on va aller voir des chaînes, on va aller voir les moyens d'obtenir de l'argent pour faire de la fiction, et on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est 2 saisons disponibles sur MyCanal. C'est ça. Et 2 saisons absolument remarquables. Merci beaucoup. Le score sur Radio Nova. Mais alors justement, je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que je dis une connerie si je vois chez vous une défiance commune face au monde des adultes ? C'est pas vraiment le monde des adultes, c'est le monde que les adultes prétendent être. Ouais. Plus que, parce que je trouve que être adulte, c'est aussi reconnaître sa part d'enfance. C'est ma définition d'être adulte. C'est de reconnaître sa part d'enfance, c'est de sourire aussi à l'enfant qu'on a été, justement parce que la nostalgie, c'est quelque chose qui peut être très beau aussi, s'entourer de jouets. On a ça en commun avec Théo, s'entourer des jouets de notre enfance, s'entourer des cultures, de la culture. Ce qui était une sous-culture pour les enfants à l'époque, les mangas, les trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est une vraie culture. Donc, c'est un peu embrasser tout ça et devenir adulte avec ce voyage. Moi, je n'aime pas les il faut des adultes et sans explication. C'est ça que je reprocherais plus au monde d'adultes, entre guillemets. Ouais. Et toi aussi, Théo ? Ouais, carrément. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a pas très longtemps, je jouais à un jeu de société où on se pose où il y a beaucoup de questions de culture G. Et je constatais qu'il y avait de plus en plus de trucs que je connaissais dans les questions, et je trouvais ça cool parce que je me disais, en fait, c'est marrant que la culture générale, qui était un truc qui avant me semblait un truc quand j'étais ado, en tout cas, ça me semblait rébarbatif. J'ai l'impression qu'il fallait lire des livres de culture générale pour avoir des connaissances de culture générale, et en fait maintenant je me rends compte que il y a des questions auxquelles je peux répondre qui, par exemple, sont des trucs de BD ou de jeux vidéo, des trucs, voilà, qui me parlent plus, quoi, en tant qu'adolescent, entre guillemets. Et du coup, ça m'a rassuré d'une certaine façon sur le fait que je me suis dit, c'est cool, en fait. C'est bien d'être adulte au final. Mais vos imaginaires de mômes, ils étaient faits de quoi ? Kian, toi, tu le dévoiles pas mal dans Bref. Toi, tu as aussi publié, Théo, une autre bande dessinée, Elliot au collège. Alors, je ne sais pas si elle est très proche de toi, mais vos imaginaires de gamins, ils étaient constitués de quoi, en fait ? Moi, j'imaginais, des fois, j'étais dans la salle de classe et j'imaginais trop que j'étais un gars du FBI et qu'il y avait quelqu'un qui arrivait qui allait faire FBI, tout le monde passe. Et moi, je me lève et je fais, ouais, je suis en planque depuis le début et il faut l'arrêter, lui. 21 Jump Street ? Ouais, voilà, 21 Jump Street, j'étais ce gala, quoi. Après, je suis un enfant de la culture iranienne à la maison, mais je regardais la culture japonaise et américaine à la télé, donc tous les jours, on était bercés. C'est mon imaginaire, mon terreau, il est là, quoi. Je pense Théo aussi, hein.
Ouais, carrément. Attends, c'était quoi déjà la question? Je me suis Ton perdu, imaginaire d'enfant. Ah oui, pardon. Ouais. On m'a parlé d'Harry Potter te concernant. Je ne sais pas si ça a été effectivement un personnage. Bien sûr, comme tous les ados, je lisais Harry Potter. Après, il y avait une autre grosse œuvre de littérature que je lisais et que j'adorais, c'était l'Assassin Royal. C'est un bouquin de fantasy. Ouais. Et justement, maintenant, j'y pense souvent parce que le personnage principal, Fitzgerald, il s'appelle. Il est très. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un livre qui est écrit à la première personne. Et c'est un personnage qui est hyper pessimiste, déprimé. Et en fait, il est beaucoup détesté par les fans de fantasy. Et beaucoup se disent non, mais il est insupportable. Enfin, ce que je comprends tout à fait, parce qu'il voit tout le temps, il loupe toutes les occasions tout le temps. Enfin, c'est assez marrant à quel point c'est pas très banal comme personnage. Et il se plaint tout le temps, même quand il a 13 ans, il pense déjà. C'est le Daria de la fantasy, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. et j'adorais ce truc. Enfin, ce personnage, je le trouvais fascinant quand j'étais petit. Et donc, je m'identifiais à ce genre de personnage assez tôt. Et puis j'étais un peu comme ça, quoi. Donc c'est sûr que. Enfin, d'ailleurs, dans Elliot au collège, le personnage d'Elliot, qui me ressemble sur pas mal de points. La différence, c'est qu'il a beaucoup plus d'ambition que moi et il a plus envie de devenir populaire, alors que moi je faisais tout pour être invisible, quoi. Et lui, il est plus il est très stressé, mais il a vraiment envie de gravir les échelons. Il est un peu en mode shonen, comme on dit dans le manga, c'est-à-dire d'aller le plus haut possible, quoi. Et ce qui donne un peu de vitalité aussi au récit. Si je décrivais ma version des fèches, ça serait beaucoup moins fun, je pense. J'ai encore quelques questions à vous Avec poser, plaisir. si vous le permettez, mais tout ça, ce sera juste après la publicité. Bougez pas, le score revient tout de suite. On reprendra cet entretien tout à l'heure. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie de Théo Grosjean et Kian Kojandi, en plein dans le score, voilà, tout simplement. Messieurs, puisqu'il a beaucoup été question d'anxiété, je voulais vous proposer, si vous dites non, je suis vraiment... des petits dilemmes de type feel good qui nous permettront aussi d'explorer vos biblios et DVD tech. Mais qui dit ça encore? Plus personne. Vous avez le droit d'élaborer un peu sur vos réponses. Ça vous va? La DVD tech, c'était le meuble qui montait comme ça, un peu pas large et qui montait très haut et on mettait des DVD dedans. Voilà, qui a que été l'on ne vendu par regardait Certains jamais. Et c'est vrai. Maintenant, ça devient des manga tech. C'est ça. Du coup, tu déplaces C'est juste ça. le truc un tout petit peu et un manga rentre parfaitement. C'est clair. Quelques conseils d'écho également, ne feront pas de mal. Jamais. Pour se faire du bien, Théo, Little Miss Sunshine ou Coup de foudre à Notting Hill? Alors, c'est difficile parce que j'adore ces deux films, mais je dirais Coup de foudre à Notting Hill. Pour être bien, je trouve que c'est plus Coup de foudre à Notting Hill qui fait vraiment rêver, je trouve, le film. La romance est parfaite et fait vraiment rêver, je trouve. Mais je trouve qu'en même temps, il y a une parenté évidente avec Hugh Grant, les personnages qui jouent dans les films carrément. anglais. Ouais. Entre ce que tu proposes en matière de fiction ouais, carrément. D'ailleurs, il y a une ref à... Ça perd l'hypopète. Ouais. Oups Daisies. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, on parle à un moment dans Flipper saison 2 de Coup de foudre à Notting Hill. Donc, je laisserai découvrir les auditeurs. Très bien. Kian, technique de lutte contre l'adversité, méthode Fight Club ou Scott Pilgrim? Lutte contre l'adversité. Ouais. Fight Club a été un point de départ dans ma carrière de réalisateur, donc je dirais Fight Club parce que ça m'a transporté, surtout quand on a 18 ans et quand on regarde Fight Club, on est complètement fou. Les gens veulent les abdos de Brad Pitt, c'est le plus important, qu'on n'aura jamais d'ailleurs. Il faut faire le deuil de ça, les gars. Vraiment, on les aura jamais. Je les aime, moi, par contre. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça m'a plus marqué. Fight Club. Théo, pour voyager, Persépolis ou l'Arabe du futur? C'est j'ai pas dit que ça allait être simple non plus. Alors, je dirais... en fait, je dirais quand même l'Arabe du futur parce que c'est clairement, pour moi, une des plus importantes BD de ces dernières années. Donc voilà. Mais les deux, enfin, la Persepolis, c'est la première BD autobio que j'ai lue de ma vie, je pense. Donc ça m'a quand même beaucoup marqué aussi. J'étais assez jeune quand je l'ai lu et les deux sont super. Mais c'est vrai que l'Arabe du futur, il a une écriture et un dessin qui me parle énormément et que j'admire beaucoup, quoi. Kian, les deux sont nécessaires pour comprendre le monde d'aujourd'hui aussi, je trouve. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Kian, pour rire très fort, Friends ou Parks and Recreation? Friends, marrant, l'amie de mes dépressions étudiantes. Ouais. Friends, ça a été pareil, électrochoc. Je m'amusais à décortiquer, à noter sur mon carnet les scènes en disant comment ils ont structuré un épisode de Friends. J'y connaissais rien à l'écriture à l'époque, mais j'étais fasciné par comment écrire un épisode de 26 minutes. Et par Chandler, peut-être?
Ross, moi je suis team Ah, Ross. c'est vrai Chandler génial, vraiment j'ai rien à dire. Chandler, Matt LeBlanc, génial. Le duo marche super bien, mais Ross, il a des ruptures en termes d'acteurs. Unagi. Mais surtout des ha-ha. Genre par exemple, tu dis genre mais pas du tout, mais non, Ross était en slip, il a pas pu être là, la soirée, il était en train de pleurer en slip dans la douche. Ah, tu vois, je peux pas être là, je pleurais en slip dans ma douche, j'ai fait une rupture là-dessus. En fait, c'est les ruptures qu'il avait, même en termes d'acteurs, c'est étonnant. Théo, pour retourner dans un semblant d'adolescence sereine, plutôt Sex Education ou Beverly Hills 90210? Je connais pas la deuxième, donc bah oui. du coup. Mais oui, les jeunes, suis-je bête? Alors, pourquoi c'est quoi cette ref? Mais Sex Education, j'avais bien aimé. Après, j'ai vu que la saison 1 il y a quelques temps, j'avais bien aimé, donc je vais choisir ça. Très bien. Kian, pour voyager, Breath of the Wild ou Final Fantasy? Je vais parler du dernier Breath of the Wild parce que c'est ce qui m'a fait le plus voyager. J'étais en tournée de Zelda, j'étais en tournée, donc je voyageais. Et en plus, je voyageais sur ma Switch dans le monde virtuel de Zelda. Et je trouve qu'ils ont fait vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Je crois que c'est l'un des seuls jeux qui est noté 20 sur 20. Non mais moi, le jour où j'ai réussi à dresser un cheval, un des meilleurs moments de ma vie, c'est vrai. Je le dis honnêtement. Ouais. Même question à tous les deux. Pour une bonne séance introspective, Fleabag ou Les Sopranos? Qui répond en premier? En fait, le truc, c'est que je suis actuellement en train de regarder Les Sopranos, donc j'ai pas une vision d'ensemble de la série et j'adore, mais ouais, je dirais, du coup, plus Fleabag, j'ai fini et j'ai vu plusieurs fois la série, donc je dirais, là actuellement, je dirais plus Fleabag parce que je suis pas arrivé à terme des Sopranos, mais Sopranos, c'est chef-d'œuvre, Sopranos, Fleabag. Vous, c'est deux chefs-d'œuvre, ouais. Donc on va dire les deux. On va prendre le luxe. Non. Ah non, on n'a pas le droit. Non, mais en plus, il y a un truc, c'est tous les deux, même si on est dans le monde de la mafia avec Soprano, il y a un truc très autofiction sur comment, quand on est un père de famille, gérer un peu tout ça. C'est très intéressant, c'est vraiment bien écrit. C'est marrant à quel point ça a infusé, parce que il y a pas très longtemps, quand j'ai commencé à regarder, la scène d'intro, je me suis dit, c'est marrant, c'est comme dans GTA. J'ai pas tout de suite capté que, effectivement, c'était juste, c'est exactement la même scène. C'est clair. Enfin, ils ont repris le truc au début de GTA 5. Bref, voilà. Très bien. Il y a une autre règle dans cette émission, une autre forme de questionnaire, mais cette fois, alors, il ne faut pas élaborer. Il faut vraiment répondre du tac au tac et c'est sur la musique. Vas-y. Ok. J'aime l'air concentré. Vas-y. T'es joueur, non? Je suis un gros joueur. T'es très, très joueur. J'adore ça. Ouais. Mais là, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gratter. Non, il n'y a rien à... J'ai vraiment pour en mince. savoir un peu plus. Et normalement, je dois m'engager à ne pas juger vos choix. D'accord. Ce qui est faux. Vraiment, on ne va pas se leurrer. Allez, c'est parti. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre. Qui s'y colle en premier? Je vais dire Mozart. La flûte enchantée. Non, la flûte enchantée de Mozart. Le solo de la soprano, parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique dans la vie. Théo? J'en ai plein, mais je vais dire Pitbull de Booba. J'écoutais énormément Booba quand j'étais petit. Enfin, j'ai découvert Booba. En fait, c'était tellement, comme dans ma famille, on était très, on n'écoutait pas du tout ce genre de musique. Enfin, on était un petit peu, on va dire, fallait pas trop écouter des trucs avec des gros mots et tout. Ça m'a blasté, quoi. Quand j'ai entendu pour la première fois la voix de Booba et son rap et tout, je trouvais ça énorme. Du coup, j'écoutais tout le temps. J'écoutais énormément Booba quand j'étais. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Votre hit de karaoké? Creep. Kian, Creep de Radiohead en karaoké? Ouais. Ah ouais. Je suis à fond sur la note de fin à chaque fois. Très bien. Moi, je dirais Love Me de Paul Naref. Ah ouais. Please, Love Me. Alors que sur des trucs hyper ambitieux en termes d'envolée, quoi. Il faut. Ouais. Mais on s'envole en karaoké. Ouais. C'est le moment où on s'envole. Enfin, pas les gens qui regardent parfois. Alors vous devez chanter extrêmement juste, j'imagine, mais. Non, mais après c'est pas pour les gens qu'on chante. C'est pour nous. C'est vrai, c'est un peu le principe du karaoké. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. C'est toi, Théo. En fait, je pense que moi j'écoute énormément de rap, donc je pense que beaucoup de rap pourrait être un peu incongru, je dirais. Quand j'écoute souvent des trucs très énervés et j'ai l'air pas du tout énervé physiquement, donc ouais, peut-être là en ce moment j'écoute le dernier album du rappeur Souffrance que j'adore, qui s'appelle Hiver-Automne. Très bien. Et c'est un rap très dur, très boom bap, très à l'ancienne entre guillemets, et c'est vraiment trop bien.
Yann? L'âne trop, mais les gens qui ont fait un wrap Spotify et qui sont des jeunes parents comprendront pourquoi. Mais il est trop rigolo aussi. Bah ouais. Et c'est l'ami qu'il te faut. Je me retrouve avec ça, le plus écouté en 2024. Je suis là, genre, ok. Est-ce que la trompette dissonante de la fin du générique ne te rend pas débile? Je n'ai jamais compris cette DA. Je n'ai pas compris cette DA. Vraiment, je ne comprends pas ce move. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse? Queen, Don't Stop Me Now. Ok. Théo? J'ai eu une validation là-bas dans la régie. Genre, t'as bien sûr bon titre. Franchement, je suis très difficilement propulsé sur la piste de danse. Très grand danseur, Théo. Je saurais pas quoi dire là. Pitbull de Booba? Ouais, Pitbull de Booba, ça peut très le faire. Bien. Et donc, le titre qui vous en fait immédiatement sortir en revanche? C'est des trucs un peu deep house bizarres que je comprends pas très bien. J'ai pas encore trop bien compris la deep house. Tu n'y es pas entré, Théo, en même temps, donc techniquement pour ressortir. Si, ouais, clairement, tout ce qui est house et musique de boîte, entre guillemets, en général, ça me met aussi un peu dans un mood. J'aime pas trop, mais bon, après, je comprends le truc, quoi. Votre chanson de comédie musicale préférée? C'est une comédie musicale, ça s'appelle Jesus Christ Superstar. Ouais. Tu connais? Waouh. C'est Gethsemane, je crois. Le jardin de Gethsemane, je crois, c'est ça le truc. C'est Gethsemane, je crois. Moi, je dirais n'importe quelle chanson des Demoiselles de Rochefort que j'adore, mais je connais pas précisément les noms. Si, la chanson d'Andy, de Andy, je crois, elle s'appelle, que j'adore. Et quand on rêve encore que nos yeux. C'est quoi ça? Oh, je te fais un karaoké là. Non, mais c'est quoi? C'est Le Roi Soleil, je crois. Ah, peut-être. Ouais, ça m'a fait. Cette chanson, elle me donnait de l'optimisme quand je l'ai écoutée à un moment donné. Très bien. Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête? Mais non, ce n'est pas une chance. Non, ce n'est pas. Qu'est-ce que j'ai Théo, ça te parle? Les trucs. Moi, j'ai toutes les en ce moment, mais je pourrais même pas te dire les noms, mais c'est juste toutes les trends TikTok qui arrivent un peu tardivement sur Instagram. Ouais. De musique, je sais pas, des samples de musique qui peut être assez rapides comme ça. Ça peut être, je sais pas ce que c'est en ce moment. Il y a beaucoup. Stop me now. Je sais plus comment c'est ce truc. Ah oui. C'est un truc qui était hyper connu il y a genre 10 ans et qui. Ouais, Somebody I Used to Know. Gauthier. Gauthier. Qui est le sample de Doechii qu'on a écouté en ouverture de. Je crois qu'il est remixé sur TikTok. Oui, voilà. Et c'est souvent plus rapide ou plus lent, etc. Ce genre de petits samples me reste en tête toute la journée. J'ai pas vraiment de réponse. Je t'avoue. C'est-à-dire que même si je te dis par exemple Terre brûlée, t'y vas pas tout droit. C'est quoi Terre brûlée? Non, c'est bon, tu l'as pas. C'est quoi Terre brûlée? C'est horrible. Vas-y, chante-la, vas-y. C'est les lacs du Connemara. C'est les lacs du Connemara. Tu n'as pas envie de chanter ça. Mais je sais que moi, tu me dis Terre brûlée, le truc me parasite. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je suis plutôt Restons sur l'âne trop qui est vraiment trop rigolo. Et permettez-moi de rappeler que Flipper saison 2, c'est sur MyCanal. Il y a un épisode qui est diffusé chaque semaine sur les chaînes de Studio Bagel. Bravo à tous les deux. Mais merci de nous avoir reçus pour pouvoir en parler. C'est hyper important de soutenir les dessins animés et l'animation 2D en France. C'est hyper important. Et de soutenir aussi le travail des doubleurs et du doublage qu'on fait en France. C'est hyper important. Carrément. Merci à vous. Merci. Et on passe à votre playlist parce que là, on a une demi-heure de musique qui a été choisie par vos soins. La première chanson, Théo, c'est toi qui l'as sélectionnée. L'Aïe grosse. Alors vraiment, là, on va être sur une prononciation, mais catastrophique. Vienne demi, ouais. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Ouais, j'aime bien cette chanson. Ok. Merci mille fois. Merci. À tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.